Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin que je joins dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. Parlons de l'inflation, évidemment. D'abord, au Canada, légère baisse par rapport à mai. On est à 2,7 % en juin par rapport, évidemment, à l'année précédente. Est-ce que ça va être assez, Francis, pour baisser le taux directeur dans une semaine environ? Oui, le 24 juillet, la Banque du Canada va annoncer sa décision, comme ils le font, je pense, 8 fois par année. Selon les marchés, 90 % des gens qui font des paris de côté sur les marchés pensent que oui. Donc, je vais me joindre à ce concert d'opinion, me rallier, effectivement. Ils en savent certainement autant, sinon plus que moi. Par contre, 2,7 % je veux juste toujours rappeler la même chose. Ce n'est pas une baisse des prix, c'est que l'augmentation est un petit peu moins rapide, mais on voit quand même que les prix continuent d'augmenter. Puis évidemment, entre différentes catégories de biens, c'est pas la même situation du tout. Il y a des biens qui augmentent encore assez rapidement, d'autres qui stagnent, voire qui diminuent. Donc, c'est vraiment un portrait un peu bigarré qu'on a eu de la Statistique Canada aujourd'hui. Oui, notamment l'essence, qui est un peu à la baisse. Le prix de l'épicerie, par contre, oui, c'est moins pire que ça a déjà été, mais ça continue de croître. Là. Ça, c'est le point négatif, encore une fois. Là. Oui, je lisais à quelque part, c'est une comparaison qui était faite sur 3 ans, justement, comme on le voit, de 2021 à 2024, 22 % c'est quand même hallucinant comme augmentation et ça semble continuer d'être problématique aujourd'hui. On aurait pu espérer que ça se stabilise. Malheureusement, évidemment, le prix des aliments, ça touche tout le monde. Puis c'est là où le bas blesse. S'acheter une voiture de luxe, faire un voyage à Cancun, donc il y a une dimension un peu facultative, mais se nourrir, ça touche pas mal tous les humains, puis notamment les moins nantis. Donc, c'est souvent, quand on regarde l'inflation puis qu'on la décortique, de voir un indicateur comme celui-là, c'est un peu inquiétant pour la suite quand même. Je pense que c'est en train tranquillement de se résorber, mais ça reste vraiment un des enjeux principaux de cette inflation qu'on vit au Canada depuis 2-3 ans. Au Québec, on est à 2,2 % en juin. Je rappelle 2,7 pour l'ensemble du Canada. Comment on fait pour tirer mieux que dans l'ensemble du Canada notre épingle du jeu ici au Québec? Ça dépend de tellement de facteurs. Le Québec a été pendant longtemps au-dessus de la moyenne canadienne. Là, on voit, c'est une baisse assez profonde qu'on observe au Québec. Je pense, si on compare plein d'autres éléments qui viennent rentrer dans le calcul de l'inflation, on le sait, là, au Québec, le taux de chômage a progressé un petit peu plus rapidement qu'ailleurs. Je pense qu'on a été un peu plus durement touché peut-être qu'ailleurs. Donc, éventuellement, ça fait que les ménages ont un pouvoir d'achat un peu moins grand. Évidemment, le domaine de l'immobilier, on dit souvent, Montréal reste une ville relativement abordable, mais la progression dans le prix des loyers a été assez majeure à Montréal. On dirait qu'on est en phénomène de rattrapage par rapport à Toronto, Vancouver, Calgary, mais cette surprise-là, évidemment, vient chercher de nos dollars, donc possiblement que les Québécois sont un petit peu moins à même d'être sur la dépense, comme on dit en bon québécois, et donc potentiellement que c'est ce qui fait que la demande est moins grande et donc que les prix progressent moins rapidement qu'ailleurs dans le pays. Autre sujet, avec la CAQ, qui dit que ça prend un troisième lien, parle de sécurité économique, etc. Ça donne de l'espoir sur notamment la Côte-Nord où on se bat depuis longtemps pour un premier lien. Est-ce que c'est ce qu'on appelle surfer sur la vague? Je sais pas si l'analogie du surf est le bon. Je sais pas si on peut surfer dans l'estuaire, là, Marianne, mais tout ça étant dit, j'ai énormément d'amis. J'ai voyagé beaucoup en Côte-Nord et c'est excessivement frustrant la situation qu'ils vivent là-bas depuis des décennies. C'est vraiment pas une nouvelle question. Par contre, là, j'ai entendu Guillaume Tremblay, qui est porte-parole de l'Union 138, qui porte justement le projet de pont entre les deux rives. Ils ont fait faire une étude qui a paru en juin. Évidemment, du point de vue économique, ça passe sous le sens. On aurait dû faire ce projet-là il y a longtemps. L'opération des traversiers coûte excessivement cher. On le sait, là, il y a eu des dépassements de coûts majeurs dans la fabrication de ces traversiers. Mais évidemment, il y a plusieurs intérêts, dont les opérateurs, la STQ, la Davy, les gens de Tadoussac, beaucoup de gens qui, pour des raisons un peu individuelles, puis je les chicane pas, là, mais
qui évidemment s'oppose à ce projet-là, mais tout le reste de la Côte-Nord appelle de ses vœux depuis longtemps la mise en place de ce lien routier. Comme je l'ai dit moi-même, là, arrêter 1 heure de temps pour faire 2 kilomètres là, de traversée, c'est un peu ridicule. Puis je posais la question plutôt là, à quelqu'un, mais juste le temps que les gens passent dans leur auto à attendre. Il n'y a jamais personne n'a valorisé cette perte de temps pour les gens de la Côte-Nord, mais ça doit se chiffrer en millions de dollars là, de coûts d'opportunité. Donc, sans grande surprise, là, puis je fais pas ça souvent mais je soutiens activement ce projet-là. Marianne, là, je pense qu'il est grand temps qu'on prenne le dossier de pleine main là, puis qu'on fasse le projet peut-être dans les prochaines années. Ouais. On dit souvent le temps, c'est de l'argent. Donc, évidemment qu'on comprend que pour eux, c'est pas évident. Merci beaucoup, Francis. Merci.